terme de son séjour à Londres, le chef de l'État est arrivé ce samedi 24 mars dans la capitale de la Corée du Sud, où il doit prendre part à partir de lundi prochain un sommet sur la sécurité nucléaire présidentielle sénégalaise. Deuxième tour, Ouad et Sall ont fait hier et aujourd'hui un dernier tour pour convaincre les électeurs. Veillée d'armes donc ce soir. Demain, les Sénégalais iront aux urnes pour élire le successeur de Maître Abdoulaye Wade. Les chances des deux candidats dans ce journal avec Patrick Nzoré-Bekale de la rédaction de Gabon Télévision. Et puis 71 mariages groupés hier au Prytanée militaire de Libreville, parrainé par lui-même, le ministre gabonais de la Défense nationale, Rufin Pacom Onzunga. Des instants uniques vécus par les uns et les autres. Ce sera en fin de journal, en page magazine. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à Gabon Télévision. Je venais de vous le dire, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le numéro 1 gabonais, qui se trouvait depuis quelques jours à Londres et depuis ce samedi à Séoul, en Corée. Le chef de l'État est invité, vous le savez peut-être, au sommet sur la sécurité du nucléaire Aéropat de Séoul. Envoyé spécial presse présidentielle, Bartel Boas, Lazo Aboune. Au Incheon de Séoul, en fin d'après-midi, milieu de matinée à Libreville. Le président Ali Bongo Ondimba prend part au sommet sur la sécurité nucléaire. Le conclave ouvre ses assises lundi prochain. Voilà quelques difficultés dues à la non-maintenance de nos magnétos. Nous vous le disions, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui se trouvait depuis quelques jours à Londres, est depuis quelques heures dans la partie asiatique à Séoul. Plus précisément, le chef de l'État est invité, vous le savez, au sommet sur la sécurité du nucléaire Aéropat de Séoul. Envoyé spéciaux, Bartel Boas, Lazo Aboune, presse présidentielle. Étape de son voyage à l'étranger. Le président de la République et son épouse, Madame Sylvia Bongo Ondimba, sont arrivés à l'aéroport Incheon de Séoul en fin d'après-midi, milieu de matinée à Libreville. Le président Ali Bongo Ondimba prend part au sommet sur la sécurité nucléaire. Le conclave ouvre ses assises lundi prochain. Le Gabon est l'un des 6 pays africains invités à ce rendez-vous international et planétaire. Aux côtés de notre pays, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria. En marge de ce sommet, l'agenda du président de la République prévoit des entretiens avec plusieurs personnalités de la planète, parmi lesquelles le président nigérian et le chef de l'État coréen Lee Myung-bak. De son côté, la première dame du Gabon reçoit la ministre coréenne en charge de l'égalité des sexes, la présidente de l'Agence de coopération internationale sud-africaine, COICA, avant la visite du musée coréen, l'un des 6 plus grands au monde. En termes de visite, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est attendu à Ulsan, usine de raffinerie et l'inévitable Samsung. L'ambassadeur Carlos Mbungu et certaines autorités coréennes ont accueilli le couple présidentiel à l'aéroport Incheon. Le sommet de Séoul met donc l'accent sur la sécurité du nucléaire. Eh bien, il va traiter de la question de l'avenir, de la paix et de la sécurité dans le monde. Lazo Aboune, presse présidentielle. Ce sommet à forte tonalité sécuritaire est l'occasion pour les leaders de la planète de rechercher les moyens d'intensifier la sécurité, la circulation des matériels nucléaires et leur utilisation dans les pays membres de l'AIEA. Dans notre pays, l'utilisation des produits issus du nucléaire sont beaucoup plus présents dans l'imagerie médicale. L'Institut de cancérologie d'Angondje et le centre hospitalier du nord de Libreville attendent les autorisations pour l'utilisation et l'acquisition des matériels nucléaires. Le sommet de Séoul est une des opportunités pour accélérer la procédure d'autorisation.
ce sommet permet de réaffirmer la position du Gabon vis-à-vis des directives et des règles de l'Agence atomique internationale. Et je peux vous confirmer qu'avec l'aide de l'AIEA, nous sommes actuellement en train de former les personnels qui devront utiliser ces matières, ces sources d'énergie radioactive à l'hôpital d'Agondjé. Et nous avons déjà plusieurs de nos compatriotes qui sont en formation avec l'assistance de l'AIEA pour pouvoir mettre en service les services adéquats de ce centre hospitalier. Le Gabon est également producteur d'uranium. Il est nécessaire, sinon impérieux pour notre pays, d'arrimer l'exploitation et pourquoi pas la transformation de ce produit nucléaire aux dispositions légales de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Oui, pour deux raisons. Avec l'aide de l'AIEA, nous sommes en train de revisiter le cadre réglementaire lié à l'utilisation, l'usage de la production de matières radioactives. Et nous avons également plusieurs stages prévus pour nos compatriotes afin de les spécialiser, afin de renforcer leurs capacités dans ce domaine pour nous permettre de mieux gérer l'exploitation d'uranium et pour nous permettre de mieux protéger nos concitoyens. Plusieurs thèmes sont appelés à être développés au cours de ces assises. Ils tenteront tous de répondre à quelques questions dites fondamentales. Peut-on réellement se passer du nucléaire? Pourquoi et comment sortir du nucléaire? Certaines réponses à nos interrogations nous seront communiquées le 27 mars, à l'issue du sommet. Voilà, le 27 mars, c'est donc lundi prochain. Je rappelle que le président Ali Bongo Ondimba a plaidé jeudi dernier à Londres pour une approche commune dans la lutte contre les changements climatiques, dans une allocution forte prononcée à la tribune d'un forum dit de dialogue sur le climat et la sécurité des ressources pour le 21e siècle, initié par le gouvernement britannique et le Wilton Park. Je vous l'ai dit, élection présidentielle au Sénégal, c'est la veillée d'armes aujourd'hui. Demain, les Sénégalais iront choisir qui de Macky Sall ou d'Abdoulaye Wade présidera aux destinées du Sénégal pendant les 5 prochaines années. Macky Sall fut, vous le savez, l'ancien Premier ministre de Maître Abdoulaye Wade. Au Gabon, les deux camps restent mobilisés. Je vous propose de vivre ces derniers instants de campagne des militants du PDS. Patrick Nzogé-Bekale. À quelques heures de l'ouverture officielle des bureaux de vote en vue du second tour de la présidentielle de ce dimanche au Sénégal, la section gabonaise du FAL, plateforme de soutien à la candidature du président candidat sortant, Maître Abdoulaye Wade, et ses alliés de l'URD, y s'est réunie. Place de l'esplanade de la mairie du 4e arrondissement de Libreville, à l'occasion de leur ultime meeting de campagne, affiche confiance et optimisme à la victoire de leur candidat et pour cause. Nous avons sensibilisé les grands électeurs, nous avons sensibilisé tout le monde, les bases, nous avons fait le nécessaire et j'ose espérer et je suis certain qu'on va inverser la tendance au second tour. Le deuxième tour a été préparé dans un seul but, c'est d'abord convaincre les indécis. N'oubliez pas que plus de 45% n'ont pas voté au premier tour. Donc aller dans les zones où nous avons gagné pour améliorer les résultats. Aller dans les zones où nous n'avons pas gagné pour récupérer des voix. Et je crois que l'objectif a été atteint. Au pouvoir depuis 12 ans, suite à une alternance historique réalisée en 2000, suivie d'une brillante réélection dès le premier tour en 2007, Abdoulaye Wade, 85 ans, brigue un troisième mandat très controversé qui a ligué contre lui toutes les forces du changement. 12 recalés du premier tour qui entendent apporter leur soutien à Macky Sall, son ancien Premier ministre et challenger à ce scrutin du second tour de dimanche qui sera supervisé, fait inédit en Afrique, nous apprendons, par près de 4500 observateurs de la société civile.
Près de 4500 observateurs de la société civile à ce second tour de la présidentielle sénégalaise sur ce plateau justement. Patrick Nzorobekale. Alors Patrick, bonsoir. Bonsoir Patrick. Patrick, le second tour oppose demain deux candidats qui ont fait parler d'eux lors du premier tour il y a 15 jours. Alors, quelles sont les chances des deux candidats, Abdoulaye Wade et Macky Sall? Avant de vous répondre, Patrick Simangoy, il convient de le dire à la suite de ce reportage qu'effectivement, 4500 observateurs de la société civile vont être déployés demain dans le cadre de la supervision de ce scrutin. C'est un fait rarissime et inédit en Afrique. Ces observateurs ont été déployés grâce à l'entre-gens de milliardaire Soros. Ils vont jouer le rôle de sentinelle de la démocratie. Et à l'heure de ce scrutin, il faut dire que là-dessus, la société civile entend effectivement affirmer son rôle de gardienne des valeurs et son affirmation dans le jeu démocratique au Sénégal. Alors pour revenir à la question que vous me posiez à propos des chances de chaque candidat et de chaque camp, il faut dire que si l'on s'en tient à une logique purement arithmétique, on peut presque penser, Patrick Simangoy, que les dés sont d'ores et déjà faits, les jeux sont faits, notamment en faveur du candidat Macky Sall. Macky Sall, qui, on le sait, est soutenu par 12 recalés du premier tour, 12 recalés et non les moindres, parmi lesquels le faiseur de roi, Moustapha Niasse, celui-là qui avait même contribué à la victoire de Maître Wade en 2000. On y compte aussi Idrissa Seck, ancien Premier ministre. On en ajoute à cette liste Cheikh Tidiane Gadio. C'est pour vous dire tout de même, et puis il y a également le PS Tanor Dieng. C'est pour vous dire véritablement que Macky Sall a véritablement le vent en poupe pour espérer l'emporter demain. Mais une élection, on le sait, Patrick Simangoy n'est jamais gagné d'avance. Et Abdoulaye Wade est un vieux roublard de la politique en Afrique. Il a réalisé l'alternance historique en 2000. Il a misé sa campagne sur la proximité. Ces dernières semaines, d'après ses proches, il aurait bénéficié du ralliement de grands électeurs, notamment de certains marabouts. Il compte également sur un panel associatif non moins important. Mais en tout cas, demain, on saura si véritablement Macky Sall, qui compte effectivement sur le soutien de ses amis de l'opposition, avec lesquels il s'est entendu pour une plateforme de gouvernement et avec lesquels il a réussi à obtenir un certain nombre de divergences qui portent notamment sur le respect du mandat de 5 ans et qui également a fait un certain nombre de promesses aux populations qui portent notamment sur la révision du coût de la vie, notamment de la réduction de la vie chère au Sénégal. On saura véritablement demain qui des deux camps a des fortes chances de l'emporter. Alors Patrick Nzorobekale, dernière question. Dans les rues de Dakar, déjà, à la veille de ce second tour de la présidentielle, on parle déjà d'un combat de génération et d'un passage de témoins entre générations. De quoi il est question? Alors, il faut dire qu'élu en 2000, le président sortant du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, avait été porté par un vaste courant populaire, notamment de la part de la jeunesse qui soutenait à cette époque ce qu'on appelle, il convient d'appeler le SOPI, autrement dit le changement en langue Wolof. Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise veut un renouvellement de sa classe politique. Elle a fortement indiqué lors du premier tour, en votant à près de 65% pour l'opposition. Elle veut un renouvellement qui sera certainement porté et impulsé par Macky Sall, celui-là qui fut même ministre de l'énergie, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, et qui a été pendant longtemps le directeur de campagne de Maître Abdoulaye Wade, autrement dit un faiseur de roi, qui est celui-là qui a contribué à la victoire de Maître Abdoulaye Wade. Alors, ils veulent un changement de génération. Cela sera-t-il possible demain? En tout cas, le Sénégal qui a fait la preuve qu'il demeure un modèle de démocratie sur le continent
entend là effectivement démontrer à la face du monde que sa démocratie reste encore très vitale et qu'elle est également une démocratie qui a fait la preuve de son dynamisme, de sa vitalité. Demain, au terme du scrutin du second tour, on saura véritablement si effectivement les appels de la jeunesse ont été entendus. Merci Patrick. Nous suivrons pour nos téléspectateurs le déroulement de cette élection présidentielle au Sénégal pour le compte du second tour demain. La situation politique au Mali préoccupe toujours la communauté internationale. La France a essayé de joindre le président déchu, Amadou Toumani Touré, depuis son renversement, vous le savez, par un coup d'État militaire, mais sans succès. Le ministre français des Affaires étrangères qui faisait cette déclaration a réclamé à nouveau que l'intégrité physique d'ATT soit préservée. Aujourd'hui à Libreville, une association proche du président déchu, Amadou Toumani Touré, a dénoncé le coup d'État militaire avant d'appeler à la restauration de la démocratie au Mali. C'était un reportage de nos confrères de la deuxième chaîne de télévision gabonaise. La diaspora malienne du Gabon, préoccupée et par le coup de force intervenu dans ce pays, marqué par la déposition de l'ancien président Amadou Toumani Touré, tout en condamnant cet événement regrettable, le collectif des ressortissants maliens interpelle les insurgés à rétablir l'ordre pour la crédibilité du pays et de la démocratie malienne. Nous sommes des hommes épris de paix et soucieux du développement économique et social de notre cher Mali. Nous ne saurions être complices par notre silence de telles atteintes au droit, à l'honneur, à la dignité, mais surtout aux institutions et à la constitution du Mali. En effet, l'Assemblée nationale a été mise en place avec la volonté du peuple malien. La constitution a été acceptée par le peuple malien. Les institutions de la République ont été mises en place avec la volonté du peuple. Mais pourquoi aujourd'hui une poignée de militaires, parce qu'ils disposent d'armes et de munitions, au lieu de se concentrer sur le problème du Nord, préfèrent s'emparer du pouvoir, en bafouant toutes les libertés individuelles et collectives, en s'attaquant aux personnes et aux biens? Nous disons non à la prise du pouvoir par l'armée et non à la mise en veilleuse de la Constitution et des institutions de la République du Mali. Nous disons haut et fort que nous n'acceptons pas cette façon de prendre le pouvoir et qu'il appartient, et il appartiendra toujours au peuple de décider du présent et de l'avenir du Mali. Je finirai ce point de presse par ces deux citations. Ce qui nous rend fragiles et que les institutions ne peuvent pas avoir les mêmes vertus que les individus. Savoir l'honneur, la franchise, le courage, la loyauté et la ténacité. Deuxième citation, il est plus facile d'être héros qu'on est homme. Héros, nous pouvons l'être une fois par hasard. Honnête homme, il faut toujours l'être. Vivement que la paix et la stabilité reviennent dans ce pays afin d'éviter le chaos. Et justement, aujourd'hui également à Bamako, Mali, 10 partis de l'opposition, y compris la DEMA, ont condamné le coup d'État militaire d'il y a un peu plus de 72 heures avant d'appeler pour leur part au retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays qui était jusque-là un des modèles de la démocratie en Afrique. Et puis l'affaire Mera en France met la sécurité au premier plan dans la campagne présidentielle française, un changement qui pourrait profiter au candidat Nicolas Sarkozy, apparu pendant la crise dans un rôle de président protecteur. C'est en tout cas ce qu'a révélé ce week-end le New York Times américain. La crise de Toulouse, comme on le voit, change déjà le ton de la campagne en France. Sur le front politique, cette fois au plan local, le Parti démocratique gabonais a choisi ce week-end pour commémorer ses 44 ans d'existence en
en différé. Voici les temps forts de la célébration au 6e arrondissement dans la capitale gabonaise. Patrick Nzengi, Thierry Aldo Mandaka. Le 6e arrondissement n'est pas resté à marge de la célébration en différé du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Place de la mairie, Irak et militants du parti au pouvoir se sont retrouvés pour échanger sur le thème de la reconquête. Thématique longuement exposée par le docteur Eric Dodo Bungenza, membre du bureau exécutif qui a appelé les militants à s'approprier les mécanismes mis en place par le parti, principal centre d'intérêt de cette synthèse du délégué d'arrondissement. Nous envisageons, disons, de reconquérir cet arrondissement parce que ça fait longtemps que le 6e arrondissement, le PDG n'a pas gagné cet arrondissement. Donc notre démarche actuelle, c'est de tout faire pour que le PDG puisse reconquérir l'arrondissement. Il faudrait que les militants évoluent. Parce qu'il y a des pratiques anciennes que nous voulons plutôt abandonner. Et la meilleure solution, c'est d'éduquer. Éduquer les masses. Éduquer les masses, c'est d'éduquer les militants pour que des pratiques anciennes soient complètement abandonnées. Donc c'est l'objectif de cette conférence, pour que les militants ne fassent plus certaines choses qui leur étaient reprochées. Au-delà des préoccupations électorales, les Irak du Parti démocratique gabonais ont également exhorté les militants à s'approprier le concept d'émergence qui doit désormais modeler leur comportement et leur attitude quotidienne. Nous vous l'avions projeté hier, le Premier ministre chef du gouvernement, Excellence Raymond Ndongsima, était sur le pont de Kango hier, histoire pour lui de toucher du doigt les difficultés auxquelles sont confrontés aujourd'hui ces transporteurs qui empruntent la route nationale 1 et toucher du doigt l'ampleur des dégâts causés sur ce pont. Suite à cette visite, nos confrères de la presse de la primature reviennent sur cette actualité pour tirer les grands enseignements de la visite de Raymond Ndongsima sur ce pont. Charles Oganda Maganga. En décidant de se rendre à Kango sur le pont dont une pile de soutien a été endommagée par une barge le mois dernier, le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima a tenu à constater de visu l'ampleur des dégâts causés par cet accident qui perturbe le trafic normal des usagers de la route nationale. Je suis venu voir avant de prendre une décision dans les prochains jours comment les choses avancent et si effectivement les techniciens sont sur le terrain. Parce que je reçois énormément d'appels de gens qui attirent mon attention sur l'impact de la réduction du trafic sur ce pont. Dans sa mission, le chef du gouvernement a pu se rendre compte des dommages issus du choc, mais aussi et surtout de l'état de vétusté dû à son âge que présente cet ouvrage construit il y a aujourd'hui plus de 30 ans. Guidé dans son renseignement par les techniciens du département des travaux publics et ceux de l'Agence nationale des grands travaux, Raymond Ndongsima s'est fait expliquer les contours de la situation. Là, c'est ce qui a reçu le choc. Oui. Donc c'est désolidariser de l'énergie de la barge aurait pu entraîner l'ensemble. Donc c'est en quelque sorte une bénédiction. Que c'est resté comme ça. Maintenant, on pense que le pieu n'est pas déformé, mais incliné. Après plus d'une heure et demie d'échange sur le terrain avec les techniciens et autres usagers de la route, le Premier ministre et sa suite, dont les ministres de la Défense nationale et celui de l'Intérieur, ont de fait cerner le dossier. La tâche, à ce qu'il semble, est délicate pour réhabiliter le pont de Kango. Il va falloir donc plusieurs mois de travaux. En attendant, retour à l'ancien système, la traversée des camions ravitailleurs à grand tonnage se fait désormais par le bac. C'est presque une contrainte pour les transporteurs. Parce qu'on fait environ 48 heures à 72 heures ici avant de traverser. Mais compte tenu que peut-être il n'y a pas une autre mesure plus meilleure que celle-là, on est contraint de faire avec.
Cette visite du Premier ministre sur le pont qui enjambe le fleuve du Como est à la fois un geste de grande portée en direction des usagers de cette route qui savent désormais que la situation préoccupe au plus haut niveau les autorités de la République. Le gouvernement n'a qu'à prendre les choses en main, sinon la situation est dure pour nous, pour que les choses se fassent un peu plus vite, pour qu'on s'en sorte dans la difficulté que nous vivons aujourd'hui. On remercie seulement le gouvernement en place, avec tout le soutien qu'il détient envers nous. Tout comme elle marque cette visite du Premier ministre un début de solution à la reprise du trafic routier normal sur la Nationale 1 dans les meilleurs délais. Tous ensemble avec Ali Bongo Ondimba dans l'émergence pour la réfection de nos quartiers. Et tel est le leitmotiv de deux jeunes compatriotes du premier arrondissement qui vont procéder à la réhabilitation de la route 3 quartiers Camp de Boy. Le lancement des travaux a eu lieu ce matin en présence de Pierre Claver-Mvélé, le maire du premier arrondissement. C'est un reportage de Blandine Nyambo Indasi et Aldo Thierry Mandaka. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Cette assertion cadre bien avec ces deux jeunes compatriotes qui sont les initiateurs de ce projet. Deux jeunes Gabonais, fils de dignitaires de la province de l'Estuaire, Feu Émile Nyambo Moseli et l'ancien Premier ministre Léon Mébiam. La réhabilitation de cette voie 3 quartiers Camp de Boy arrive à point nommé en ce sens que l'ouvrage va permettre d'améliorer les conditions de circulation dans cette zone. L'initiative de Rodolphe Mébiam et de Sidney Nyambo s'inscrit dans la droite ligne du programme de développement du Gabon émergent que le président de la République met en œuvre depuis son élection. Le maire du premier arrondissement, qui s'est fixé pour objectif d'accompagner les jeunes, de les stimuler et de promouvoir leur sens critique et leur prise de responsabilité, a dit ceci. Le mot que j'ai leur à dire, c'est de les encourager. Et je disais, c'est ce que nous attendons des jeunes. Le chef d'État a lancé des mots d'ordre, des vœux. On dit les désirs de Monseigneur sont des ordres. Des journées citoyennes, des journées retroussons les manches. Et voici que les jeunes d'ici l'ont compris et se sont organisés et sont en train de nous montrer du concret, des actes, ce n'est pas seulement des paroles. Eh bien, nous ne pouvons que les encourager. Le calvaire des populations ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Nous commençons d'abord par nos quartiers Camp de Boy. Ouais. Ça peut s'établir aussi dans d'autres quartiers. Avec votre appui, monsieur. Bien, merci. Une œuvre de partage, de soutien à la politique d'Ali Bongo Ondimba, qui d'ailleurs met la jeunesse au centre de la matérialisation d'un Gabon prospère. Le recteur de l'université Omar Bongo, les doyens des facultés et les chefs des départements rappellent aux enseignants et aux étudiants que les activités pédagogiques au titre de l'année académique 2011-2012 se poursuivent dans les différents établissements et départements conformément au calendrier académique en vigueur. Et puis, le siège de la COSIGA servi de cadre à la cérémonie d'installation des membres du nouveau bureau du syndicat national des commerçants, le SINACOM. Première force, c'est le secrétaire général adjoint qui a présidé la dite cérémonie. Demain, nous y reviendrons avec notre reporter Marie-Josée Ndombi. Et puis, plusieurs produits de première nécessité, des vêtements remis ce samedi aux orphelins et enfants abandonnés par les fidèles de l'Église internationale Chapelle de Vie. Paulin Siaki, Joseph Biogi. 2000, ce don composé de plusieurs produits de première nécessité, des vêtements et autres, destinés aux personnes nécessiteuses, entre autres orphelins, enfants abandonnés et personnes âgées, est l'œuvre de la Chapelle de Vie. Cet acte de restauration biblique de la foi authentique, matérialisé par le partage, se fait au terme d'un jeûne passé par les fidèles de cette église. Ce sont des cœurs remplis de joie qui ont reçu ces dons. Il y a bien des actes que le Seigneur notre Dieu a demandé à ses ministres que vous êtes, hommes de Dieu. Et vous en faites usage dans le respect de la parole divine. Je ne peux pas aller très loin parce que l'acte que vous venez de poser dans ce quartier
est unique. SOS Moana, derrière l'hôpital, orphelinat Arc-en-Ciel de Sainte-Marie ont été les sites visités pour un total de 7 retenues. C'est un ordre du Seigneur. La Bible dit dans Ésaïe 50, par rapport aux vrais jeunes, la Bible dit que ce jeune doit être associé des actes de libéralité. Vêtir ceux qui ne sont pas vêtus, donner à manger à ceux qui ont faim, faire boire à ceux qui ont soif. C'est tout simplement ce que nous voulons obéir aujourd'hui. Les églises chapelles vides dans le monde sont dans un jeûne. Le jeûne annuel, nous le faisons en mars parce que ne commence pas en janvier et ne finit pas en décembre. Mais plutôt commence en mars et finit en février. Mais c'est à une époque, mais en a décidé ici. Au niveau de Libreville, presque tous les orphelinats, nous avons fait la même chose. Dieu qui est un Dieu des abandonnés, des orphelins, c'est une fois encore au travers de cette action vue magnifiée. Avant la page magazine de ce journal, les condoléances de la RTG à notre consoeur Amélie Blanche Mbougou, journaliste, chef de service des actualités télévisées à Gabon Télévisé, à la suite de ces décès successifs qui endeuillent sa famille. Amélie Blanche Mbougou Issima qui vient de perdre ce soir un de ses frères aînés, David Akoyasumu, intendant à musique, décès survenu ce soir au centre hospitalier de Libreville. Bien avant, Amélie Blanche Mbougou Issima qui perdait encore une de ses sœurs, Bertie Eyissima, décès survenu mardi dernier à Accra au Ghana. Les programmes de ces obsèques au cours de nos éditions d'information. Le ministère de la Défense nationale honore son personnel. Rufin Paco Monzunga, ministre de la Défense nationale, a parrainé hier au gymnase du Prytanée militaire de Libreville 71 mariages groupés des personnels des forces de sécurité et de défense, des moments historiques vécus par les uns et les autres, agrémentés par la diva de la musique gabonaise, Patience Dabani. Voici le magazine de la rédaction qui met un terme à ce journal savamment réalisé par Vincent V. Ezo. Derrière la caméra, il y avait Lucien Barrault-Manquet. Merci, je vous retrouve demain à 20h. Gymnase du Prytanée militaire de Libreville, c'est le lieu choisi par le ministère de la Défense nationale pour abriter les mariages groupés des personnels du dit département. Une grande première, comme on peut le voir ici, 71 mariages groupés. L'occasion valait bel et bien la chandelle. Parents, amis et connaissances des mariés sont venus en masse vivre avec les heureux élus ces moments uniques dans la vie de l'homme. Le ministre de la Défense nationale, Rufin Paco Monzunga, qui attaché du prix à ces mariages groupés, est venu rehausser de sa présence l'éclat de la cérémonie. « 71 mariages groupés, véritable démonstration de l'existence dans notre pays d'une valeur chère aux Gabonais, l'unité nationale léguée par les feux présidents de la République, Léomba et Omar Bongo Ondimba. L'unité nationale, sa préservation et sa consolidation dont le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef suprême des forces de sécurité et de défense, fait une de ses priorités. L'entrée de l'officier d'état civil, le maire Elouan Zondo, dans ce gymnase du Prytanée militaire, a donné le coup d'envoi de la célébration tant attendue, l'unique en son genre. Le maire a montré la voie à suivre à tous les 71 couples. Le mari reste et demeure le chef de famille. Il doit protection et sécurité à son épouse et à toute la famille. Maintenant,
choix à la monogamie compte tenu de ce monde de mariage. Ces valeureux hommes d'armes avaient bel et bien besoin de ces moments pour leur équilibre, celui de leur famille et l'équilibre du lieu où ils exercent au quotidien leur noble profession, celle de protéger les personnes et leurs biens. La cité de la démocratie, qui a pris le relais du Prytanée militaire, a constitué une autre étape de ce jour inédit dans les forces de sécurité et de défense. Ici encore, tous les ingrédients étaient réunis pour rendre la fête belle, très belle. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'exprimer solennellement, au nom de la Fédération des associations des épouses des forces de défense, toute la gratitude et toute la reconnaissance de l'ensemble de nos membres à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, pour avoir autorisé l'officialisation de l'union de 71 couples, union qui a été célébrée ce jour. Maître d'œuvre de cette action, la Fédération des associations des forces de défense est née le 13 juin 2011. Elle s'est fixée pour objectif de développer la solidarité entre ses membres, de promouvoir l'amélioration de leurs conditions de vie et le statut de l'épouse des militaires, de sensibiliser et d'assister les épouses en matière de formation. Permettez-moi, au nom de tous les couples qui, en ce jour ô combien mémorable, ont scellé leur union par le lien sacré du mariage, de saluer les distingués invités, au nombre desquels se trouvent Monsieur le ministre de la Défense nationale, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Messieurs et Madame les commandants en chef et chef d'état-major des forces de défense et de sécurité, Madame la présidente de la Fédération des épouses des forces de défense, et les membres de son bureau, et l'ensemble des parents et amis, tous témoins de notre engagement solennel de ce jour. Quel homme ne souhaite vivre un tel événement? Quelle femme ne rêve de se marier? Madame la Présidente, c'est à moi que je sois l'honneur de vous transmettre l'expression de reconnaissance de tous les couples qui se sont unis aujourd'hui. Je puis, Madame la Présidente d'honneur, vous assurer que de simples mots, unique moyen de transmission, ne saurait exprimer la profondeur et la teneur réelle de nos sentiments de reconnaissance. L'implication de la Fédération des associations des épouses des militaires, patronnée par l'épouse du ministre de la Défense nationale, Brigitte Onzunga, a suffi pour donner des couleurs à la fête qui a vu la présence d'une invitée surprise venue soutenir cette initiative du ministre de la Défense nationale, la maman Patience Dabani, la diva de la musique gabonaise, égale à elle-même, a égayé. Morceau choisi.
Les autres artistes invités ont également mérité la confiance que les mélomanes gabonais placent en eux. Ali arrive là-bas. Quand les gens sont déjà bourrés là, tu attends, Ali là est fou. Comment? Non, je te jure, son vampire n'est pas simple pour son père. Son père, pendant 42 ans, on a vu fatigué. Lui-même, pas un an, il fait déjà les bars. La salle des banquets de la Cité de la démocratie retiendra dans l'une de ses pages d'or que le jeudi 23 mars 2012, elle a abrité la salle des banquets, le dîner dansant historique du ministère de la Défense nationale à l'occasion de la célébration des 71 mariages groupés des personnels du dit département. Bon à savoir, toutes les provinces étaient représentées à raison de 5 couples par localité, armée de terre, armée de l'air, garde républicaine, santé militaire, gendarmerie nationale, génie militaire, sapeurs-pompiers, marine nationale, pour ne citer que ces corps-là, tout le monde a été pris en compte. Peut-être l'occasion ici de parler des managements de qualité à la défense nationale. L'exemple devra faire école ailleurs. Bonne chance aux 111 mariés pour que vive la sécurité et la défense nationale.